bonsoir à tous. Ouais, bonsoir à tous et bienvenue pour donc cette première table ronde concernant la blockchain, donc une technologie au service de l'industrie, de la santé, des énergies renouvelables et des services. Donc bon, cette première table ronde est organisée par la Fondation Concorde et BPI France dans le cadre de la sortie prochaine donc du rapport sur blockchain et une opportunité pour l'Europe. Bon, nous avons décidé de réunir un beau panel pour cette première table ronde, puisque nous avons Madame de la Raudière, députée de l'Eure-et-Loire et connue dans l'écosystème blockchain et crypto. Nous avons également Anka Petré de 23 Consulting, qui est une société qui détecte les technologies à fort impact pour les patients, donc dans la santé. Nous avons également Stefano Volpi de Connecting Food, une entreprise qui s'occupe de la traçabilité dans l'alimentaire. Également avec nous Hugo Briand d'Equino. Equino, c'est le bras technique de la filiale blockchain d'Avas. Et enfin, Jean-Marc Puel de Leadblock Partners, qui est donc un fonds de venture capital et qui investit dans des sociétés de l'écosystème. Alors, moi, je vous propose de démarrer tout bêtement avec vous, Madame de la Raudière, parce que finalement, quand on parle de l'écosystème blockchain et crypto, eh bien, on se rend compte que sans l'intervention du législateur, bien finalement, il n'y a pas de cadre pour que cet écosystème se développe. Et donc, bien, je voulais tout bêtement avoir votre regard sur bien finalement l'écosystème français en 2020 et savoir eh bien, quels sont pour vous les 2-3 points forts de l'écosystème à fin 2020. Bonjour à tous, merci de cette opportunité de parler de la blockchain. C'est pour moi une technologie majeure puisque c'est un nouvel Internet en fait que la blockchain est capable de créer en certifiant les échanges. L'écosystème en France est dynamique, fait de startups qui se sont emparés de cette technologie assez tôt et qui nous ont alertés, qui ont alerté les parlementaires sur le fait qu'il y avait des vides juridiques de savoir si dans certains domaines on avait le droit ou non d'utiliser la blockchain, qui avait besoin aussi d'un cadre réglementaire sur cet objet un peu non identifié juridiquement qui était les tokens, et puis de donner un cadre pour les ICO. Donc c'est ce qu'on a fait dans le cadre de la loi Pacte avec certains collègues, et c'est ce qui m'amène aujourd'hui la France à avoir un cadre un des premiers pays en fait occidental à avoir un cadre réglementaire stable, ce qui est important naturellement pour le développement de l'écosystème. La deuxième chose d'importance de l'écosystème, c'est qu'en France, on a une formation aux mathématiques et à l'informatique de bonne qualité, ce qui fait qu'on a les ressources humaines et le potentiel en matière de jeunes ingénieurs pour développer nos propres technologies blockchain et nos propres modèles aussi d'activité et de start-up dans le domaine de la blockchain. Maintenant, dans les autres domaines, si on parle, tout ce qui est autour des cryptos se développe bien. Maintenant, dans les autres domaines d'utilisation de la blockchain, je trouve, et je regrette que ça soit finalement aussi lent, et c'est un peu une provocation que je dis par rapport aux autres acteurs de la table, du tour de table, qui vont expliquer tout ce qu'ils font dans ce domaine-là. Mais moi, j'imaginais en fait que la blockchain, cette technologie, s'invente dans tous les processus de production. Je prends un exemple aujourd'hui qui va nous toucher tous, c'est les vaccins de la Covid, la fabrication du vaccin de la Covid. Interpol, la semaine dernière, a tiré la sonnette d'alarme en disant les organisations criminelles sont en train de regarder comment faire des faux vaccins. Et ben, la blockchain permettrait de certifier du début de l'achat des matières premières jusqu'à la livraison et jusqu'au médecin, le fait que c'est bien un vaccin qui n'est pas justement. Et aujourd'hui, je vois personne qui se met sur ce sujet-là. Mais alors bon, ça n'est pas le même secteur, mais justement, Stefano, vous travaillez un peu sur la traçabilité. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus sur ce que vous faites dans l'alimentaire? Je veux dire, en quoi vous apportez quelque chose de significatif et de transformant pour l'industrie?
Oui, tout à fait. Nous, on est spécialisé sur l'alimentaire. Ce que nous faisons, donc, c'est des tracés des produits alimentaires en temps réel selon le mouvement qu'ils font tout au long de la filière, du champ jusqu'au consommateur final. Et à chaque étape, on valide que le produit respecte bien ses promesses, ses spécifications, ses cahiers des charges. Ça, c'est un premier point important. La blockchain est une technologie qui rend les informations infalsifiables, mais nous avons vu très tôt qu'il fallait une solution qui permette aussi de vérifier l'information enregistrée. Et donc, nous avons développé une solution qui s'appelle LiveAudit, qui est toujours unique au monde, ce qui nous a permis aussi de signer des contrats aux États-Unis, où on est considéré une société très, très intéressante. On se bat avec des gens, même là-bas, et pour l'instant, on a gagné pas mal de compètes. Donc, voilà, même en France, on avance vite en dehors de la crypto par rapport à la marque d'avant. Et ce qu'on apporte, c'est vraiment une solution qui permet de collecter de la donnée, de la certifier, de la partager facilement à chaque étape et de quelque part d'augmenter le produit en lui donnant un jumeau digital, digital twin, qui permet donc de créer beaucoup plus de valeur que le simple produit physique et une meilleure répartition de la valeur entre les acteurs. Et vous travaillez par exemple avec quel type d'entreprise, éventuellement en France ou en Europe? Alors, on travaille avec différentes entreprises qui sont de la monde des filières. Ça peut être Axéréal, Soufflé, par exemple, Ingredia, dans la monde des filières, des coopératives. À l'autre extrême, avec des entreprises comme Mondelez, par exemple, des distributeurs en Italie, d'autres grandes entreprises aux États-Unis, mais aussi des petites entreprises. On travaille avec une association de producteurs de l'ouest de la France. Donc, ça s'adapte à tout le monde parce qu'on pense que demain, tout l'agroalimentaire sera sur ce type de solution, de transparence, parce qu'on parle de blockchain comme technologie, mais il y aura la blockchain économie, qui est le partage, la collaboration entre acteurs, à la fois d'informations, partage d'informations, mais aussi de valeurs et de transparence. Ouais. Et avant de vous poser la question, en cas, justement, Stéphano, est-ce que tout ce que vous avez mis en place est finalement reproductible dans d'autres secteurs? Là, on parle de l'alimentaire, mais est-ce que il y a d'autres univers dans lesquels vous pouvez imaginer développer les technologies, les process que vous avez mis en place sur l'alimentaire? Alors, notre technologie est tout à fait duplicable sur d'autres industries, autres verticales, mais nous sommes convaincus qu'il faut avoir une forte connaissance métier. Donc, nous, à la fois mon associé Maxime Roper et moi-même, nous venons de l'alimentaire et nous sommes focalisés sur l'alimentaire. Donc, cette technologie peut être déployée sur d'autres industries, mais il nous faut avoir des spécialistes du secteur. Comment on est des généralistes et on ne répond pas aux vraies problématiques et on ne crée pas de valeur. On apporte juste une techno pour la techno. D'accord, ok, super. Merci beaucoup. Et alors justement, Nka, vous, dans un autre domaine où il y a pas mal de perspectives, à savoir le médical, d'abord, est-ce que vous pourriez un peu nous expliquer comment vous travaillez et puis qu'est-ce qui vous a séduit, enfin, qu'est-ce que vous trouvez d'intéressant dans la blockchain par rapport à la santé, au médical? Oui, tout à fait. Alors, je me permets, avant de répondre à votre question, de rebondir sur ce que disait Madame de la Rodière par rapport à la traçabilité des vaccins, parce que c'est effectivement un sujet qu'on a couvert également. Vous l'avez peut-être entendu, mais l'Organisation mondiale de la santé a noué un partenariat avec un consortium qui est dirigé par Guardtime, qui est l'entreprise qui a mis en place le système de blockchain estonien, si je peux qualifier ça comme ça, pour justement créer des jumeaux numériques de vaccins et les tracer jusqu'à l'utilisation par le patient. Donc, c'est un des exemples. Il y a plusieurs consortiums qui sont créés sur ce sujet. D'accord. Ok, non, effectivement, c'est un très bon élément et on pourra éventuellement revenir dessus après. Et alors, justement, sur ce domaine on ne peut plus complexe de la santé, enfin, comment vous êtes arrivé à vous pencher finalement sur la blockchain? Alors, la blockchain dans la santé, finalement, ça part d'un constat qui est un constat qui est là depuis très longtemps, c'est cette rupture de confiance que l'on observe souvent entre les patients et les professionnels de santé ou les industriels. Et cette rupture de confiance, elle est d'autant plus accentuée en ce moment quand on parle des données de santé. On l'a vu, les
beaucoup de personnes étaient réfractaires à l'utilisation d'applications de contact tracing. Il y avait également beaucoup de doutes quant à l'utilisation des données personnelles dans le cadre de la télémédecine. On sait que la télémédecine a été utilisée 10 fois plus qu'en temps normal pendant cette période de pandémie. Donc finalement, il y a tout un sujet qui a été mis sur la table quant à la protection des données personnelles et des données de santé. Et finalement, c'est autour de ce constat que le patient aujourd'hui est prêt à partager ses données, mais qu'il n'y a pas de cadre suffisamment sécurisant, de cadre de confiance pour le faire, qui fait que nous, on s'est intéressé à la blockchain parce que c'est pour nous une technologie à fort impact pour le patient. D'accord. Et alors, concrètement, là, vous avez travaillé sur quel projet et déployé quelle application? Enfin, je veux dire, si les gens ont envie un peu de voir ce que ça donne, ou vous avez déjà eu des résultats? Alors nous, on ne développe pas de solutions dans le secteur de la santé, on construit des cas d'usage. On est un petit peu obsédé par les scénarios d'utilisation, à savoir, on a toutes ces technologies autour de nous, maintenant qu'est-ce qu'on va pouvoir en faire très très concrètement? Donc aujourd'hui, vous avez un exemple qui commence à prendre de plus en plus d'ampleur, c'est le fait d'utiliser la blockchain, alors, très grossièrement, un peu comme un coffre-fort de données patients, et permettre aux patients d'avoir une vraie souveraineté sur ces données, et de se dire, moi je dispose de mes données de santé et je vais pouvoir décider de quels acteurs vont avoir accès à ces données, être complètement transparent sur l'identité des personnes qui vont avoir accès à ces données et sur l'usage qui en sera fait. Et donc des cas d'usage comme ça, on a réfléchi avec l'industrie pharmaceutique dans le cadre de consortiums européens également, parce que pour nous, c'est finalement cette application de la blockchain dans la sécurisation, plutôt dans le fait de garantir l'intégrité des données de santé qui est très intéressante. Ouais. Et c'est parfait parce que finalement, Stéphano Anca, quand on vous écoute, là on se rend compte que dans des domaines différents, on parle beaucoup de sécurité, de traçabilité. Moi, j'ai une question pour vous, Hugo. Est-ce que en 2020, il y a déjà d'autres cas d'usage? Enfin, je veux dire, quand vous travaillez avec des clients, est-ce que finalement, je sais pas, moi, par exemple, pour un domaine que je connais un peu plus que les autres, à savoir la finance, on sait qu'il y a des applications qui se développent aussi dans le secteur financier. Vous avez vu des sujets autres que justement sécurité, traçabilité? En général, on a 3 familles de cas d'usage pour les applications blockchain. La première, ça va être tout ce qui va être modélisation et transfert de valeurs numériques. Donc là, concrètement, on va être sur modéliser une valeur qui n'existe pas ou alors une valeur qui existe, faire le clone numérique et pouvoir la transférer de pair à pair de façon décentralisée. Ça, c'est la première famille de cas d'usage. La seconde, ça va être... donc plutôt à la limite, dans la finance. Je veux dire, là, c'est ce qu'on peut observer peut-être voilà, dans la tout finance. À fait, ouais. Okay. La seconde, on va plutôt être sur effectivement la transparence. Et la troisième, ça va être tout ce qui est interopérabilité. Donc le fait de mettre à disposition des programmes qui vont pouvoir être exploités par le plus grand nombre ou mettre à disposition des solutions. Donc ça va plutôt être les smart contracts. D'accord. Alors un smart contract peut-être, est-ce que vous pouvez expliquer pour le commun des mortels très brièvement ce qu'est un smart contract? Donc un smart contract, ça va être un programme qui va pouvoir s'exécuter de façon décentralisée, sans être dépendant d'un tiers de confiance. Pour moi, l'exemple le plus parlant, ça va être par exemple d'avoir un système qui permet de mettre en relation un chauffeur de VTC et un passager sans qu'il y ait de nécessité d'avoir une entreprise derrière, telle que Uber. D'accord. N'importe qui pourra interagir avec ce contrat pour être ou chauffeur ou passager. D'accord, c'est-à-dire que par exemple, on va finalement commander une course et on va automatiquement exécuter la transaction. Tout à fait. Et donc, ça va aussi permettre de rétribuer automatiquement le chauffeur et le passager. Sans que ça passe par un Uber. Ok, ouais, très bien. Et alors, justement, là, vous avez travaillé sur des projets de ce style récemment, dans les mois qui se sont écoulés? Alors récemment, on a mis à disposition une application qui s'appelle Easy Wallet, qui permet de faire du paiement en crypto-monnaie directement au point de vente. Donc ça, c'est avec notre client Global POS. Et donc ça, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on a pu réconcilier un petit peu un écosystème digital avec l'écosystème retail, où on va pouvoir s'interfacer directement avec des systèmes de caisse, tout simplement une douchette qui va scanner un QR code sur le téléphone. Donc ça permet de rétribuer automatiquement les commerçants en euros et le client va payer en crypto-monnaie.
D'accord, ok. Non, non, top. Et alors, quels sont les principaux obstacles que vous rencontrez? Enfin, j'imagine que vous avez certains clients qui viennent vous voir en disant, bon, voilà, on a entendu parler de la blockchain, on a envie d'en faire, voilà, ça a l'air super. Globalement, enfin, je veux dire, quelle est votre démarche quand vous voyez comme ça des clients qui viennent vous voir en vous demandant, voilà, on veut faire ça? On va avoir un premier frein, disons, qui va être plutôt la compréhension. Donc, il va y avoir besoin de beaucoup de pédagogie pour expliquer ce que c'est que la blockchain, ce que ça permet de faire réellement, et d'identifier des cas d'usage qui sont réellement pertinents. Parce qu'on a dit un petit peu tout et son contraire sur la blockchain pendant longtemps. Aujourd'hui, on commence à avoir disons, une perception un peu plus claire de ce que ça permet de faire. Mais encore, ça nous arrive quand même encore plusieurs fois de devoir expliquer concrètement ce à quoi ça sert et en quoi c'est pertinent Ouais. pour les clients. D'accord. Non, non, super. Merci beaucoup, Hugo. Jean-Marc, de votre côté, bon, vous êtes plutôt dans le financement de projets. Vous avez vu, comment dire, des projets particulièrement intéressants en France et en Europe en 2020, enfin des projets émergés, des projets que vous avez pu financer, parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup de l'Asie, des États-Unis, de temps en temps un peu moins de l'Europe sur ces sujets. Est-ce que voilà, vous trouvez que le continent européen est dynamique dans le secteur? Alors nous, on est en fonds de venture capital, on investit dans des startups blockchain qui développent des solutions à destination des entreprises. Cet écosystème-là, il est paradoxalement beaucoup plus fort en Europe qu'il n'est en Asie ou aux États-Unis. Si on regarde le nombre de startups blockchain qui se sont créées au cours des 2 dernières années, il y en a à peu près 2 tiers qui sont créés pour développer des applications à destination des entreprises en Europe. Si on regarde ce pourcentage aux États-Unis ou en Asie, c'est 1 tiers de part et d'autre. Le reste étant essentiellement de la crypto. Donc on a un fort axe entreprise finalement en Europe. Ce qui est intéressant, nous, ce que l'on regarde particulièrement et ce qu'on aime bien, pour rebondir à la fois à ce que disaient Hugo et Stéphano, on aime bien, c'est pas la technologie ce qu'on regarde. Ce qu'on regarde, c'est des gens qui viennent avec une problématique et qui se disent que finalement la blockchain est une solution évidente pour régler cette problématique industrielle. Mais je pense qu'il faut partir déjà de la problématique industrielle et ensuite trouver l'outil technologique qui permet de le résoudre. La démarche inverse, en général, elle réussit difficilement. Et pour répondre à votre question, oui, on a de très très belles entreprises dans lesquelles on a investi. On est très content d'avoir investi chez Connecting Food en particulier. On regarde et je pense, on a 4 dossiers que l'on devrait finaliser, j'espère, d'ici 2 mois, dans des secteurs aussi variés que la pharmacie, que la finance, que l'agroalimentaire. Donc, on a de beaux secteurs industriels avec de belles startups qui se développent sur ce créneau-là. D'accord, non, super. Et juste sur le niveau de maturité des entreprises, enfin des startups blockchain, est-ce que entre l'alimentaire, la finance et l'énergie, enfin je veux dire toutes les entreprises avancent à la même vitesse, ou alors quand même on sent que bien dans certains secteurs ça prend un peu plus vite, un peu plus fort? Alors en termes de maturité, peut-être je ne réponds pas complètement à votre question, mais je pense que c'est important de dire que ce qu'on constate, c'est que les fondateurs de ces startups sont des gens qui sont relativement expérimentés. Donc, ce sont des gens qui ont souvent passé un parcours dans l'industrie, en moyenne 20 ans, 25 ans dans l'industrie, et qui créent ce type de startup dans le but, encore une fois, de résoudre un problème industriel. Donc, c'est des gens relativement expérimentés. Ce qui veut dire par là que finalement, à la fois la relation et le ramp-up des startups est parfois plus facile. Donc, alors évidemment, tout n'avance pas au même rythme, mais on regarde des choses dans l'énergie, qu'on regarde des choses dans l'agroalimentaire, encore une fois, qu'on regarde des choses dans la finance, on constate de plus en plus un très fort attrait des groupes industriels. Moi, c'est quelque chose j'ai investi dans d'autres secteurs et d'autres cycles d'investissement dans ma vie. Je crois que c'est quelque chose qui me marque beaucoup, c'est l'attrait et l'intérêt que portent les groupes industriels à cette technologie. Ça, je crois que c'est quelque chose qui est très intéressant et très remarquable et qui effectivement
c'est quelque chose qui va se développer à l'avenir sans aucun doute. Non, bah écoutez, merci beaucoup. Stéphano, quel est selon vous encore, enfin je veux dire, on sait qu'il y a encore beaucoup de freins, que ce soit tout bêtement dans la compréhension de la technologie, aussi bien même que du côté du besoin des entreprises, mais est-ce que vous voyez des freins particuliers au développement de la blockchain dans les entreprises? Voilà, est-ce qu'on est encore au niveau de l'incompréhension, ou alors est-ce que tout bêtement ça nécessite quand même de totalement repenser l'organisation et donc ça va prendre du temps? Alors, nous, on a la chance de travailler dans plusieurs pays, dont les États-Unis, qui ont, malheureusement, mais on peut le rattraper encore un peu, qui ont de l'avance sur cette technologie, pas par rapport à nous, mais dans l'approche. Et l'approche est, depuis 2019, ils disent, partons du principe que la technologie est mature et concentrons-nous sur les solutions métiers. Comme disait Jean-Marc, comme disait un peu tout le monde autour de la table, ce qui compte, c'est ce que j'apporte au business. La technologie, ce n'est qu'un moyen, et mon rêve, c'est que demain, la blockchain devienne comme l'Internet, quelque chose une couche invisible. D'accord? On va sur Uber, on ne va pas sur Internet. Ouais. Alors, les freins sont parfois un peu liés au fait que si on arrive avec une solution trop compliquée qui demande de changer toute l'organisation, toute la façon de fonctionner, ben, on peut avoir des résistances. Et nous, au début, on était un peu là-dessus. Et au fur et à mesure qu'on s'est lancé, on a commencé à modulariser notre solution et mettre en place des briques successives qui permettent de monter en puissance, de collecter de la donnée, de la gérer et ensuite de la restituer. Toujours dans l'alimentaire, un frein est la partie amont des filières, le monde agricole. Et c'est la raison aussi, fort de 25 ans d'expérience dans l'agroalimentaire, qu'on a commencé par des acteurs comme Axéréal, comme Ingredia, comme Soufflet, et tous les acteurs de l'amont. Parce que quand vous avez les données sur là où le produit naît, l'alimentation naît, après vous pouvez les porter jusqu'au consommateur final. Juste Stéphano, je me permets d'intervenir parce qu'effectivement vous soulevez un point très important, c'est que finalement on a l'impression qu'aujourd'hui il est un peu plus simple d'introduire cette technologie, j'allais dire, dans des industries qui ne sont pas en contact direct avec le client. Je sais qu'il existe pas mal de projets qui finalement permettraient à un consommateur de vérifier via une blockchain la traçabilité de certains produits, mais finalement quand même on a le sentiment que c'est peut-être un peu plus simple quand c'est à une échelle industrielle, dans un rapport B2C. Enfin, peut-être corrigez-moi si je me trompe. Hein. En réalité, le consommateur, nous tous, ce qu'on souhaite, c'est avoir plus de transparence et la preuve que ce qu'on nous dit est vrai. Donc, le marketing du 21e siècle basé sur la blockchain, mais aussi sur du live audit, c'est le marketing de la preuve. Je te montre que ce que je dis est vrai. Tu n'es pas obligé de vérifier chaque fois, mais si tu veux vérifier, tu peux. Donc, il y aura une évolution aussi dans le marketing et on apportera les bonnes réponses aux consommateurs. C'est sûr que si on lui envoie des tonnes de données dans tous les sens, ça ne l'intéresse pas. Ouais. Est-ce que mon produit correspond à ce qu'on me dit? D'accord. Non, très bien. Et Hugo, est-ce qu'aujourd'hui, finalement, si on est une entreprise qui a envie d'expérimenter la blockchain, on peut fonctionner comme ça par palier, c'est-à-dire on commence avec des projets plus ou moins ambitieux, mais on n'est pas obligé de révolutionner tout son business. Enfin, je veux dire, c'est possible de faire ça, ça a du sens, et vous bossez sur des projets de ce style? Oui, tout à fait. Après, ça va dépendre du périmètre qu'on souhaite mettre en place sur ce projet-là. Ouais. Et bien entendu, il faudra prendre en compte les contraintes. On va avoir des contraintes de scalabilité, de mise à l'échelle, disons, de ces solutions-là. Pour revenir sur la question par rapport au B2C versus B2B, B2C, on peut le faire à partir du moment où on va mettre en place une interface plus simple d'accès pour l'utilisateur. Si on veut ouvrir totalement un protocole blockchain sur du B2C, on va assez rapidement rencontrer des problématiques de scalabilité qui sont en train d'être résolues. C'est un écosystème qui évolue beaucoup en ce moment. Et d'ici maximum 2 ans, je pense que la plupart de ces problématiques-là seront résolues. Mais on peut encore avoir des freins pour des applications purement industrielles sur du B2C.
Ouais. Donc effectivement, ça peut être intéressant de se centrer sur des périmètres plus restreints ou sur des pools d'utilisateurs qui sont plus petits. Hein. Ça peut être à l'échelle d'une entreprise ou pour une clientèle restreinte, ou bien uniquement en interne entre différentes entreprises. Et ça coûte cher, enfin je veux dire tout bêtement, est-ce que voilà, se lancer dans une expérimentation ou même voilà, changer une partie de son business, est-ce que ça implique des gros coûts de développement, d'investissement, non, Stéphano? Nous, on a fait le choix, venant de l'alimentaire, on sait qu'on parle de gros volumes, filières complexes et faibles marges. Donc, si vous développez des choses sur mesure à fort coût, ça se déploiera jamais. Donc, nous, on a choisi de développer une solution standard, paramétrable. Et donc, on peut travailler sur le lait, le fromage, le jambon, peu importe. Mais le cœur, je dirais, tout le moteur derrière, il est standardisé pour qu'il puisse être efficace, scalable, parce que ça, c'est important. C'est tout de suite des gros volumes, avec des coûts accessibles, et que ce soit le petit producteur ou le gros producteur, ils peuvent le faire parce que les coûts sont proportionnels au volume. Donc, nous, on a du SaaS classique proportionnel au volume utilisé. Non, écoutez, merci. Anka et Laure, comment vous voyez 2021? Enfin, je veux dire, bon, là, on vient de vivre une année assez historique à plusieurs égards. Là, on sent que la fin 2020, il y a une grosse poussée du côté des cryptos. On le voit un peu moins côté blockchain, où finalement, on sent que la tendance est continue. Comment vous voyez 2021? Est-ce que vous pensez que voilà, côté blockchain, on va passer un palier, ou alors on va continuer notre bonhomme de chemin tranquillement? Alors, je peux peut-être répondre du côté de la santé. Ouais. Nous, ce que l'on a constaté, c'est qu'en 2019, c'était un petit peu la traversée du dessert. C'était très compliqué pour la blockchain dans la santé. Il y a eu beaucoup de blockchain bashing. Et cette année, en 2020, alors je ne sais pas si c'est corrélé à ce qui se passe avec les crypto-monnaies, certainement pas. C'est plutôt corrélé à la mise en place de beaucoup de projets, notamment à échelle européenne. Il y a un très grand consortium qui s'est monté, qui s'appelle PharmaLedger, qui est financé à hauteur de 22 millions d'euros par l'industrie pharmaceutique et la Commission européenne, et qui a pour vocation justement de poser les bases d'une infrastructure blockchain pour toute l'industrie pharmaceutique dans la qualité des médicaments, la réalisation d'études cliniques et la gestion des données patients. Donc, ça, c'est ce qui a été fait en début d'année et qui a mis un énorme coup de boost à tout l'écosystème. Donc, moi, l'année 2021, je la vois très, très optimiste et remplie de nouveaux projets dans la santé grâce aux d'accélérateurs qu'on a vu cette année. D'accord, non, écoutez, super. Madame de la Rodière? Je ne sais pas ce qui va se passer en 2021. Je veux dire que d'un point de vue politique, c'est vraiment, et vous le savez, c'est très compliqué pour beaucoup de secteurs. Maintenant, ce qu'on voit dans le domaine de la chaîne, que depuis la rentrée à peu près de septembre, j'ai eu plusieurs contacts avec des entreprises qui m'ont présenté des projets très intéressants et très structurants sur des filières entières, réunissant en fait quelquefois des compétiteurs d'une même filière. Alors, je prends en particulier la filière automobile, mais des partenaires en fait soit du constructeur automobile, que peut-être l'assurance, que peut-être l'État, pour créer réellement des nouveaux services par des échanges de données certifiées, ce que permet fondamentalement la blockchain. Donc là, je trouve qu'on a plus de maturité sur les projets qui m'ont été présentés récemment ont beaucoup plus de maturité qu'ils n'en avaient avant. Donc ça, c'est un très bon signe. Le deuxième bon signe, c'est ce que disait Monsieur Puel sur l'appétence des industriels pour la technologie et le fait en fait qu'il y a des fonds d'investissement qui se sont spécialisés et installés en France pour accompagner les startups. Ça, c'est quand même des signaux qui sont extrêmement positifs aussi pour le développement d'une activité. Donc voilà, peut-être que mon sentiment de départ où je disais ça va pas assez vite que je l'espérais quand on a porté ces enjeux en 2018, c'est peut-être la traversée du désert que mentionnait Anne. En cas,
sur 2019 qui me donnait sentiment, parce que l'année 2020 a été une année pour les politiques concentrées sur la Covid. Mais ce que je vois depuis septembre, c'est plutôt un nouveau dynamisme sur ces enjeux. Donc c'est plutôt positif. Ah bah super. Et justement, Jean-Marc, sur les gros industriels, est-ce qu'effectivement ils n'ont pas un rôle à jouer en tant que moteur sur des filières entières? C'est difficile d'abord parce que c'est toujours difficile pour des grandes entreprises de développer, de lancer des initiatives. Ils préfèrent souvent que laisser faire des startups et puis s'appuyer ensuite sur ce qui a été développé quelques années plus tard. Je pense que c'est souvent comme ça que les groupes fonctionnent. Ensuite, beaucoup de fondateurs qui créent des startups n'ont pas forcément envie de devenir salariés. Donc en fait, le fait de collaboration est pour l'instant quelque chose qui convient, je pense, à chacun. Ce qui est certain, c'est que par contre, là où les grandes entreprises ont un rôle à jouer, c'est plutôt dans les aspects commerciaux, dans la fourniture d'études, pour passer des contrats ou des choses comme ça, pour nourrir ces startups qui sont en train d'émerger. Je crois qu'aujourd'hui, finalement, ce sont de jeunes entreprises qui ont 2, 3, 4 ans d'existence. Il faut les laisser se développer. Et je pense que les grandes entreprises ont un rôle à jouer en les appuyant, en leur donnant des contrats, et plutôt au niveau commercial à ce stade. D'accord. Et même des entreprises françaises, on sait qu'il y a quelques gros groupes du CAC 40 qui s'intéressent à la techno, mais bon, ça reste encore embryonnaire. Mais quand effectivement vous envisagez ce cas de figure, c'est en Europe. Oui. Alors, c'est-à-dire, je pense que ce que je disais, c'était il y a effectivement beaucoup d'intérêt de la part des grandes entreprises, mais il y a beaucoup d'intérêt pour les applications. Donc, c'est-à-dire qu'ils veulent avoir des choses qui marchent, qui fonctionnent. Ils ne veulent pas forcément prendre, eux, ni le risque, ni le temps, ni la patience de développer ce que les startups font beaucoup mieux qu'eux. Donc, voilà. Donc, on est plus je pense qu'aujourd'hui, on est plus dans cette phase-là. Dans quelques années, lorsque toutes les startups auront magnifiquement réussi, ils pourront envisager d'autres modes de coopération. Ok, non, bah super. Alors juste, Stéphano, je vous laisse, j'ai vu que vous aviez levé la main, je vous laisse 30 secondes et puis après je vais devoir conclure parce qu'on va enchaîner sur la deuxième table ronde. Mais allez-y et merci à tous. Alors, juste un point, nous on travaille pas mal avec l'FDA et les douanes aux États-Unis et ils sont en train de travailler sur un écosystème autour justement de la création, de l'utilisation de la blockchain pour créer des jumeaux digitaux de tous les produits alimentaires qui vont être vendus aux États-Unis à 3 ans. Donc, si l'Europe ne veut pas passer à côté du contrôle de l'alimentaire, etc., il faudrait qu'ils lancent des projets similaires. Autrement, on va être dirigé encore une fois par les États-Unis sur ce type de projet. Bon bah super. Écoutez, merci à tous. J'espère qu'on a pu répondre à quelques-unes des questions que évidemment on se pose sur la blockchain. Et puis voilà. Encore merci et à une prochaine. Voilà, nous allons enchaîner sur la deuxième table ronde qui concerne les monnaies digitales de banque centrale, notamment l'euro numérique. Merci à tous.